Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Les bébés savent quand il est temps de naître. Garance, influencée par son regard sur la physiologie au prisme de son métier, s'intéressera rapidement aux accouchements en maison de naissance. Arrivée seulement au début de son 9e mois, Garance pense que son corps travaille, mais ne réalise pas pleinement que l'accouchement a commencé. C'est son conjoint qui, fort de leur relation, comprend qu'il est temps de partir rejoindre la sage-femme. Garance, qui craignait un dépassement de terme, sera surprise par cette naissance. Le plat qu'elle avait préparé quelques jours avant n'a même pas eu le temps de congeler. Heureusement, Garance était prête, grâce à ses nombreux ateliers et lectures sur le sujet. Finalement, tout est arrivé à point. Aujourd'hui, Garance nous raconte son histoire. Bonjour Garance. Bonjour Capucine. Bonjour Garance, bienvenue dans notre podcast. Merci, bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de témoigner pour nous. Nous sommes contentes de t'avoir à notre micro aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Très bien, alors donc je m'appelle Garance, j'ai 27 ans, j'habite en Alsace, je suis kinésithérapeute et j'habite avec mon mari et ma fille de 13 mois. Super. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? J'ai accouché à la maison de naissance, Manala, à Célestat. Ça marche. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Donc une maison de naissance, c'est un lieu où les femmes enceintes à bas risque peuvent choisir de donner naissance. C'est un lieu qui est axé autour de la parentalité de manière globale, donc du démarrage, donc l'accueil et le suivi de la grossesse. C'est un lieu pour l'accouchement physiologique et aussi un lieu d'accompagnement dans le postpartum. Maintenant qu'on comprend mieux du coup qui tu es, on va aborder les différentes facettes de l'accompagnement en maison de naissance, au-delà notamment de l'aspect médical. Et donc pour commencer, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que c'est une envie qui venait de toi ou est-ce que dans ton entourage ou dans ce qu'on a pu te raconter, tu as connu ou entendu des personnes qui ont eu des accouchements physiologiques et qui t'ont donné envie de vivre l'expérience ? Alors pour le coup, c'était complètement personnel puisque dans mon entourage, je suis une des toutes premières à avoir accouché en fait dans toutes mes amies. Et je pense que ça vient un peu de la profession. Le côté kiné, justement, le côté physio, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc pour moi, ça me paraissait complètement logique d'accoucher en maison de naissance et pas forcément à la maternité. Et donc dans ce parcours personnel, comment as-tu connu les maisons de naissance ? Alors, je les ai connus par ma médecin. Alors, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais pas le mot maison de naissance, de par mon kiné, en plus, justement, à l'époque, puisque sa femme a accouché en maison de naissance pour leurs 2 filles. Mais j'avais pas le mot maison de naissance, j'avais juste le nom Manala. On me dit, elle a accouché à Manala, je savais pas du tout ce que c'était. Et elle m'a dit oui, c'était super. Je dis ok, super, un super accouchement, c'est génial. Et quand je suis tombée enceinte et que j'ai pris donc rendez-vous avec ma médecin, et donc j'ai parlé de ce désir d'accouchement physiologique, elle m'a parlé de la maison de naissance Manala. Et quand on t'en a parlé, que ce soit ton kiné ou ta médecin, quelle image tu te faisais des maisons de naissance avant d'entamer ton suivi ? Alors pour moi, c'était vraiment juste un lieu d'accouchement. Pour moi, c'était vraiment une maison pour accoucher, on fait que ça là-bas. J'ai vite déchanté. Ouais, c'est que c'est plus complet, on va dire. Bien sûr. Là, on vient de voir un petit peu ton ressenti vis-à-vis de tout ça, ton envie. Et quand on a parlé avec ton conjoint, parce que j'imagine que c'est bien arrivé à un moment donné, quelle était l'image, lui, qu'il se faisait des maisons de naissance et quel était son point de vue sur ces structures ?
Alors lui ne connaissait pas du tout et c'est quelqu'un, on va dire, de plutôt suiveur, c'est-à-dire si tu as envie de le faire, fais-le et je te soutiendrai quoi qu'il arrive, quoi que tu choisisses. Et après, son point de vue vraiment personnel sur la maison de naissance, pareil, a évolué au fur et à mesure en fait du suivi. Au début, il avait vraiment pas d'idée particulière là-dessus, il était un peu perdu en fait. D'accord. Et ça l'a convaincu, ce que tu as pu lui en raconter avant que vous entamiez concrètement le suivi? Alors, je dirais, c'est pas forcément moi, c'est peut-être plutôt ma sage-femme. Lors des rendez-vous, il est venu à chaque rendez-vous. Et donc, dès le début, justement, elle a essayé de mettre des mots sur la maison de naissance. Elle a vu que moi, de toute façon, j'étais complètement dedans et que mon mari, il était un petit peu, pas moins, mais un peu perdu. Et donc, elle l'a directement inclus, justement, dans les rendez-vous, dans le suivi de la grossesse. Et donc, il a compris, justement, cette part inclusive du papa, qui n'est pas forcément dans le suivi classique. Et ce qui a permis en fait qu'il s'implique énormément dans la grossesse et dans l'accouchement par la suite. Oui. Donc tu viens de faire écho justement à comment la sage-femme lors du suivi avait impliqué ton conjoint. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se sont passées les visites mensuelles et comment tu les as vécues? Est-ce qu'il y avait des actes médicaux qui étaient pratiqués et si oui, lesquels? Alors, très peu d'actes médicaux. En fait, c'était juste écouter le cœur du bébé, voir si tout allait bien. Et c'était plutôt des conseils d'hygiène de vie, des demandes justement si j'avais des questions particulières. Les suivis étaient plutôt à ce niveau-là. Bon, vérifier juste la prise de sang. Comme j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, j'avais le droit à y aller tous les mois. Et le seul acte médical que j'ai eu un toucher vaginal. C'était à l'entrée de mon dernier mois de grossesse. Voilà. C'est le seul que j'ai eu. Bien sûr, ma sage-femme m'a demandé l'autorisation si j'acceptais qu'elle fasse un toucher pour voir où se situait le col, pour elle avoir en fait on va dire un point d'accroche pour le jour où j'accoucherai. Voilà. Est-ce que tu avais des peurs ou des angoisses pendant ta grossesse? Alors, bizarrement, pas du tout. Et j'avais très peu de questions. Je suis quelqu'un qui m'instruit beaucoup et qui lit énormément. Donc, j'avais une pile de bouquins environ haute comme une porte que j'ai lu sur l'accouchement physiologique, les préparations à l'accouchement. C'est peut-être le côté scientifique qui ressort à ce moment-là. Puis, je suis petite fille de prof de bio, donc ça aussi, ça doit un peu déteindre à un moment donné. Et donc, j'avais, oui, très peu de questions et très peu d'angoisse, puisqu'en fait, on apprend à se faire confiance, à faire confiance à son corps, tout simplement. Et aussi, faut dire ce qu'il y a, j'avais une confiance aveugle en mes sages-femmes, et donc on se sent à l'aise. Donc tu viens de nous dire que tu as vu beaucoup de lectures. Est-ce qu'en dehors de tes sages-femmes en qui tu avais une confiance aveugle, de ta pile de livres haute comme une porte, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont pu t'aider, qui sont propres à la maison de naissance, peut-être dans les locaux, dans les relations? Alors oui, à la maison de naissance, il y a quand même pas mal d'ateliers. J'ai commencé avec l'atelier d'auto-hypnose. Où déjà là, on a pu échanger, comme c'est en groupe, j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui étaient plus avancées dans la grossesse. Donc déjà là, c'est quelques questions des fois qu'on peut avoir ou des ressentis différents, et donc on peut échanger très facilement. Pareil, une fois par mois à peu près, il y a le café des parents. Donc parents et futurs parents peuvent se retrouver et se poser des questions. Et à nouveau, échanger des ressentis, échanger des peurs s'il y en a, ou tout simplement justement effacer des peurs même avant qu'elles ne soient présentes, avec des récits, soit de grossesse, d'accouchement, où tout se passe bien, et donc forcément on se sent plus à l'aise que quand on se retrouve avec des fois certaines images qu'on a de manière générale dans la vie de tous les jours, où un accouchement c'est tout de suite médicalisé, avec tous les médecins autour, et puis on nous parle tout de suite des problèmes. Ça n'a pas été mon cas du tout pendant tout mon suivi, où en fait, c'est pas qu'on va pas parler des problèmes, si en fait on va pas parler des problèmes, on va parler plutôt de la physiologie. C'est porteur de se focaliser aussi sur ce qui est positif. Tout à l'heure, on a parlé d'ailleurs des consultations. Là, tu as parlé donc de tout un système d'atelier qui est proposé par la maison de naissance Manala. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant un petit peu comment se sont passées les séances de préparation à l'accouchement à proprement parler?
Oui, alors au niveau des maisons de naissance, donc c'est des sages-femmes qui composent la maison de naissance. Et à Manala, elle fonctionne en trinôme. Donc il y a 3 sages-femmes, la sage-femme de suivi et donc 2 autres sages-femmes. Et pour pouvoir connaître finalement les autres sages-femmes qui pourront être présentes à l'accouchement, puisque donc elles se relaient, elles font des systèmes de garde, c'est les 2 autres sages-femmes qui s'occupent des consultations en fait de préparation à la maternité. Et donc ces préparations-là, il y avait 4 cours, on va dire, sur l'accouchement et 3 cours sur le postpartum. Et donc j'ai fait les 4 cours avec une sage-femme, les 3 cours avec une autre. Bien sûr, mon homme toujours présent. Alors pour le coup, vu nos horaires de disponibilité, on était tout le temps tout seul en fait. C'était que des cours individuels, on n'a pas eu de cours collectifs. D'où je pense le besoin de faire certains ateliers justement collectifs avec Manala pour avoir discuter avec d'autres parents. Après, le fait d'avoir été en cours individuel comme ça de préparation à l'accouchement nous a permis d'être assez libre, surtout pour mon homme qui est assez timide. C'était super sympa pour lui. Et ça a permis, je pense aussi pour lui, d'enlever certains mythes peut-être, puisque pareil, en tant qu'homme, déjà pour lui c'était flou. Et les cours de préparation, moi j'avais un comparatif avec une amie qui, elle, a accouché en maternité classique avec un suivi classique. Et justement, elle, dans ce suivi-là, sur les 7 cours, il y a un des cours où la sage-femme a demandé à ce que les papas ne viennent pas, par exemple, parce que c'était un cours qui, soi-disant, pouvait choquer les papas. Ce qui, nous, personnellement, du coup, nous a choqués parce que, très clairement, pour nous, tous les 7 cours qu'on a eus étaient super importants et je vois pas en quoi, mon homme allait être choqué alors qu'en fait, il allait être présent tout du long. Donc, en fait, c'est quoi? C'est dès qu'il est choqué, il sort de la pièce et il me laisse gérer toute seule. Comment ça se passe? C'est quoi ça? Donc, c'était un peu un parallèle. On pouvait échanger, du coup, avec cette copine sur les différences, justement, et c'était assez sympa. Et elle, ça lui a permis un peu de relâcher aussi certaines pressions, justement. Et ouais, à nouveau, ce côté accouchement et postpartum, j'ai trouvé ça super agréable parce que pour moi, c'est pas que de la préparation à l'accouchement, c'est de la préparation à la parentalité. Parce qu'il y a aussi tout ce qui se passe après, dont on nous parle très peu et où on a quand même finalement très peu de suivi. Parce que le suivi de grossesse, on parlait des rendez-vous mensuels. En postpartum, il n'y a plus grand-chose en fait finalement, alors que c'est là où il y a tout le chamboulement. C'est là où on devient parent, on se retrouve avec une grande responsabilité, un bébé à gérer, et puis on devient parent, on change complètement de rôle. Et là, on n'a plus tout ce suivi-là. Et donc là, les cours étaient vraiment, nous ont beaucoup aidés à nous projeter, je pense. Oui, c'est un grand bouleversement, ça c'est sûr. Bien sûr. Et en dehors de Manala, de ce que propose Manala, même en termes d'atelier, est-ce que tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité en parallèle de ton suivi en maison de naissance? Par exemple, on peut penser à des cours de yoga, tu as parlé de l'hypnose, ça peut être de l'acupuncture ou du chant. Alors, toutes ces choses-là, j'ai fait à chaque fois dans la maison de naissance, en fait. D'accord. Et pareil, alors l'acupuncture, par exemple, une des sages-femmes du trinôme fait de l'acupuncture. Okay. Et en fait, j'avais même rendez-vous avec elle le vendredi, mais j'ai accouché le mercredi. On s'est fait un peu avoir sur les rendez-vous. On avait anticipé. J'avais un peu... Alors si, on parlait des peurs, c'est vrai que j'ai eu une seule peur. C'était d'accoucher, en fait, trop tard, de dépasser la date du terme et donc de ne pas pouvoir accoucher à Manala. Puisque ça a été le cas pour ma maman, elle a été déclenchée pour ses 3 grossesses et c'était, je pense, une peur qui était un peu présente et donc j'avais pris rendez-vous parce que j'avais entendu que l'acupuncture, ça pouvait aider à réguler à ce niveau-là. Et donc du coup, à la fin de ta grossesse, comment tu considérais cette peur? Est-ce que c'était apaisé? Hormis le fait que tu aies accouché 2 jours avant la dernière séance. Ah non, c'était, du coup, j'ai accouché à 37 SA plus 6. Donc vraiment bien en avance. Donc ça a même été une grande surprise. Ah oui, voilà. D'accord. Je m'y attendais pas du tout. C'est bien, c'est une belle surprise. Ah oui, c'était une belle surprise. Donc comme je m'y attendais pas, aucune peur. Alors là, clairement, rien du tout. Je comprends. Bon, c'est parfait. T'avais l'air bien apaisée, bien sereine pour aborder ton accouchement et c'est primordial de pouvoir traverser ce moment au mieux. On est curieuse maintenant que tu nous racontes cette belle surprise et que tu racontes un peu ce jour J. Alors le jour J, on va démarrer la veille. Comme souvent. Oui, c'est ça. J'ai encore accompagné ma maman qui est institutrice. Elle avait besoin d'un adulte pour accompagner les enfants à la photo de classe. Et donc moi qui étais en congé maternité, je dis moi je suis disponible, je peux venir, il n'y a pas de souci. Et en fait en rentrant donc vers 11h30 midi, j'ai commencé à avoir mes
toute première contraction, j'en avais eu aucune de toute ma grossesse. Donc à 37 et ça, du coup, plus 5. Moi, je pensais que c'était un faux travail, c'est le corps qui commence à se préparer. On sait, dès qu'on a un faux travail qui se met en place, on se pose. On prend le temps, on souffle. J'ai fait un message à mon homme, je dis écoute, j'ai pas préparé à manger, je me suis assise, tu te débrouilles. Quand il rentre du travail, il travaillait de matin, moi je suis dans mon canapé, tu fais ta vie, tu me ramènes juste de quoi manger et on est bon. Et donc toute l'après-midi, des contractions par-ci par-là, mais moi je me focalise pas plus que ça dessus. Arrive le soir, donc mon homme qui va se coucher assez tôt comme il se lève tôt. Moi je dis écoute, je prends encore un petit bain pour encore calmer les quelques contractions qui restent et puis je te rejoins dans le lit. Donc je fais ça, je prends mon petit bain tranquille, je retourne dans le lit et en fait, je me rends pas trop compte, mais en fait, j'ai des contractions tellement fortes parfois que je dois me lever du lit. J'arrive pas à rester couchée, il faut que je prenne une autre position, donc je me lève 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, ça que je me lève beaucoup trop souvent, c'est pas possible. Je vais chercher mon ballon de grossesse et je me mets dans ma salle à manger. Et tranquillement, je me mets sur mon ballon, je relâche au niveau du bassin. Et je me rends pas compte en fait que j'ai des contractions assez régulières. Je suis tellement dans ma bulle que j'ai l'impression qu'il y a une contraction toutes les heures. Donc mon homme se réveille lui il se lève à 3h45. Et il me voit la tête sur ma table à manger, quasiment toute nue, en fait, sur mon ballon, toute nue. Je sais pas pourquoi, ça je pourrais pas dire. Je devais me sentir à l'aise comme ça. Et avec des contractions, en fait, il s'est avéré que c'est des contractions toutes les 5 minutes. Mais moi, je m'en étais pas rendu compte du tout. J'avais l'impression qu'il y avait 1 heure entre chaque contraction. Et lui qui me dit encore « Chérie, ça va ?»« Oui, ça va. Je pars au travail ?»« Oui, tu peux partir au travail. » J'étais en déni complet que j'étais en fait en phase de travail, presque même actif. Lui, bien sûr, il savait très bien qu'il allait pas partir travailler, il s'est juste pris une douche et il a appelé la sage-femme de garde. Comme j'étais plutôt bien, la sage-femme a dit écoutez, vous regardez comment ça évolue, si ça reste assez régulier, vous me recontactez. Donc, il laisse passer, moi je vais prendre à nouveau un petit bain. C'est assez régulier, mais à nouveau, je me rends toujours pas compte, clairement. En fait, il va rappeler à la sage-femme au moment où je sors du bain, je me positionne sur mon ballon et là, en fait, je perds un peu de sang, donc en fait, je perds le bouchon muqueux. C'est là où il a rappelé la sage-femme. Et donc là, à nouveau, moi, j'étais toujours à 1000 lieues de me dire que j'allais accoucher. Pour moi, c'était tout à fait normal d'avoir un bouchon muqueux. On peut le perdre 2 semaines avant l'accouchement, comme juste avant l'accouchement. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver assez tôt, finalement. Est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le bouchon muqueux ? Alors oui, donc au niveau du col de l'utérus, en fait, il est fermé, il est hermétique pendant la grossesse. Et donc, on a ce qu'on appelle ce bouchon muqueux. Quand le col commence à se dilater, donc en fait, le col va commencer à se raccourcir et à devenir de plus en plus mou, il y a ce bouchon-là qui va partir. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture de la poche des os. Alors, ça peut venir tout en même temps, ça dépend de chaque personne. Mais donc, ça veut dire que le col commence à travailler. Et donc ça peut commencer assez tôt. Donc c'est pour ça que moi, à nouveau, je suis à 1000 lieues de me dire que je vais accoucher finalement quelques heures plus tard. Donc la sage-femme, en plus elle me prend au téléphone, elle me dit passe-moi Garance. Et j'arrivais encore à parler bien, ça allait. Et donc elle me dit écoute, là il est 6 heures, la maison de naissance elle ouvre à 8 heures, est-ce qu'on peut attendre 8 heures et on fait un contrôle? Je dis oui, on peut attendre 8 heures. Elle reprend mon homme au téléphone et dit ça a l'air d'aller Garance. Je dis oui, alors Garance, elle vous dit que ça va, mais en fait là clairement ça va pas. Donc elle lui dit écoute, si vous voyez que ça va pas, vous l'emmenez direct à la maison de naissance et j'arrive. Donc moi encore, bien sûr, alors je n'ai pas précisé, mais j'avais pas du tout préparé ma valise de naissance. On est censé le faire sur le dernier mois de grossesse, mais comme j'étais à 1000 lieues d'accoucher aussitôt, je ne l'avais absolument pas préparé, donc j'ai drivé mon homme entre 2 contractions pour qu'il prépare cette valise, quelques affaires. Et donc il m'a emmenée en voiture à la maison de naissance, donc j'habite à environ 4 minutes en voiture de la maison de naissance. Ce fut les 4 minutes de voiture les plus longues de toute ma vie. T'aurais presque pu le faire en courant en fait. Ouais, voilà, j'aurais pu. Là, clairement, je n'aurais pas pu. Je suis arrivée à la maison de naissance et là, on était quasiment en fait, on était tout seul. Il y avait juste la secrétaire qui était déjà là. La sage-femme est arrivée par la suite. On a attendu dans la salle d'attente. Là, en fait, l'accouchement la phase de travail devenait déjà sonore. J'avais déjà, en fait, je commençais justement un peu ce chant prénatal où j'utilisais des sons assez graves pour tout simplement gérer les contractions. Beaucoup de respiration aussi. J'étais beaucoup en mouvement encore à ce moment-là.
Et quand la sage-femme arrive, on s'installe dans la chambre. Et là, elle me demande si elle peut m'ausculter, donc elle m'ausculte et elle me dit simplement que par contre, elle ne sent pas la poche des os, donc en fait, il y a déjà eu une rupture de la poche des os, mais je m'en suis pas rendu compte. Est-ce que ça a eu lieu à un moment donné quand j'étais sous l'eau ou autre? Je ne sais pas. À un moment donné, peut-être où j'étais aux toilettes, j'avoue, je pourrais pas dire. Et donc, à ce moment-là, elle me fait couler l'eau du bain parce que j'avais émis l'envie de faire la phase de travail dans l'eau, parce que c'est un endroit où je me sens assez à l'aise. Et donc j'ai fait une bonne partie du travail dans l'eau avec surtout mon mari. Je lui ai broyé les mains, je crois. Il s'en est sorti de l'accouchement avec plus de courbatures que moi. Le pauvre. Mais l'eau, en fait, m'a vraiment permis de gérer au niveau des contractions. En fait, elles utilisaient le jet. J'avais beaucoup de contractions dans le dos, avec donc des douleurs vraiment lombaires. Donc le jet quasiment en permanence sur le bas du dos qui m'a permis de bien soulager les douleurs. Changement de position. Je sais pas si j'étais à dilatation complète à ce moment-là, mais après, j'ai eu une petite pause de contraction. J'ai même fait une petite sieste dans l'eau. Et en me réveillant de la sieste, je suis sortie de la baignoire. La sage-femme m'a demandé à nouveau si elle pouvait m'ausculter. Donc une deuxième fois. Donc en tout et pour tout, entre ma grossesse et mon accouchement, j'aurais eu 3 touchés vaginaux. Et là, la phase de poussée a commencé, donc en dehors de l'eau. Pareil, c'était mon souhait aussi. Puisqu'au niveau du protocole, si on accouche dans l'eau, on recommande une injection d'ocytocine, puisque on ne peut pas faire la délivrance au niveau du placenta dans l'eau. Et moi qui ai une peur bleue des piqûres, pour moi c'était impensable, donc j'avais émis le souhait dans mon projet de naissance d'accoucher en dehors. Et donc là, je savais, j'avoue, de plus dans quelle position me mettre. Je crois qu'on a testé toutes les positions possibles, en suspension au niveau de l'espalier, à 4 pattes devant le lit, accroupi. Heureusement qu'ils étaient... donc il y a la sage-femme présente et la sage-femme de soutien. Donc elles sont 2 sages-femmes plus mon conjoint. Et c'est pas trop pour aider une femme qui accouche à trouver la position où elle se sent à l'aise. Et ça change en plus, hein. Il y avait des moments de poussée où on sentait bien que là, ça coinçait un peu, donc je changeais de position. Et puis là, on sentait que tout de suite, ça passait un petit peu mieux. Et donc, au niveau du timing, tout ça, je suis arrivée à la maison de naissance à 8h. J'ai accouché de ma fille à 13h03. Pour moi, ça m'a paru une éternité, puisque pareil, on regarde pas forcément l'heure, on nous donne pas forcément l'heure. Comme on est sur un accouchement physiologique, on donne pas trop de chiffres pour éviter que le cerveau cartésien reprenne ses droits, pour qu'on reste vraiment dans ce côté femme plutôt animale. Mais donc oui, c'est donc 5 petites heures, j'avais l'impression qu'il était déjà 18h le soir. Et donc j'ai pu attraper ma fille à 13h03. Et on nous a laissé... Pardon. Je pleure à chaque fois que je repense à mon accouchement, tellement c'était un moment extraordinaire. Prends ton temps. Voilà. C'est beau que ça te touche. C'est un moment tellement unique, c'est normal que ce soit plein d'émotions. C'est vrai que là, je le revis régulièrement, j'y pense beaucoup. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y pense, je repleure toujours. Pas autant que le jour de l'accouchement. Là, je crois que j'ai pleuré pendant 1 heure. Ça s'arrêtait plus. Mais c'est vrai que c'était un moment absolument magique. On n'était que tous les 3. J'avais pas du tout cette impression d'avoir même les sages-femmes à côté. Elles étaient vraiment en retrait. Et on a pu admirer notre fille qui était tellement belle. Et puis, à nouveau, ce côté où on nous laisse le temps. C'est vraiment très agréable. On n'est pas assailli avec du monde tout autour, comme on peut voir parfois dans certains films, certaines séries. Là, on est vraiment que tous les 3. Après, on s'est juste... Alors, on s'est même pas encore installé. On a d'abord... J'ai juste eu quelques contractions pour la délivrance. Donc là, j'ai sorti le placenta. Elles m'ont emballé le placenta parce que... donc, on a laissé le cordon. On a laissé encore le cordon battre pendant, je crois, à peu près 2 heures. Le temps qu'on atterrisse un petit peu. Et là, on s'est posé dans le lit avec mon mari et ma fille pour la première tétée. Et donc là, les sages-femmes nous ont laissés vraiment tout seuls. Ouais, c'est ça, à peu près 2 heures. Après ces 2 heures, c'est là où on a clampé et coupé le cordon. Donc ça, c'est mon mari qui a trouvé ça très caoutchouteux et très bizarre. Il en parle encore aujourd'hui. Et aussi, après, première fois où je me suis levée après l'accouchement. Donc là, il a fallu m'aider un petit peu quand même. Pour juste se rincer quand même.
un petit peu. Ça fait du bien, une petite douche après tout ça, même si j'étais dans l'eau pour la phase de travail, la phase de pousser à l'extérieur, on a un peu chaud quand même, donc une bonne douche, ça fait vachement de bien. Et surtout après un bon repas, ça c'était magique. Je crois que c'était la meilleure des choses, c'est encore après un bon repas, bien chaud. Mais que vous aviez apporté du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. À la maison de naissance, on nous avait conseillé même de mettre en fait tout simplement un plat qu'on aime bien au congèle. Et donc mon homme est parti avec ce plat et l'a laissé décongeler au frigo quand on est arrivé à la maison de naissance. Vous aviez pas fait la valise, mais vous avez pas oublié le plat. Alors le plat, je l'avais fait le mardi en fait. J'ai accouché le mercredi, je n'avais pas eu le temps de congeler. J'aurais pu le laisser dans le frigo, ça aurait été parfait. T'as été inspirée en tout cas de le faire ce jour-là. Ben oui, et c'est le jour aussi où on a acheté des habits taille naissance. Enfin, c'est mon homme. On n'avait vraiment rien, on n'a même pas encore le lit. Ouais, c'est senti appelé. Comme quoi? C'est ça, elle s'est dit, oh, c'est le moment. Mais donc bon, quand même, avec 3 semaines d'avance, Soline, ma fille, faisait quand même 3,110 kg. Donc elle était bien 3 semaines en avance. Elle a choisi son moment. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu nous parlais du fait que ton compagnon a appelé les sages-femmes notamment, ou qu'il s'est fait broyer les mains à divers moments. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus son rôle, lui, en parallèle, pour t'aider et tout ça? Alors, c'est un rôle de soutien énorme. C'est vrai qu'à par la suite, donc on nous a forcément beaucoup demandé comment l'accouchement s'était passé. Donc à chaque fois, lui, quand il parle que de moi, que j'étais incroyable, exceptionnelle. Et moi, à l'inverse, je parle que de lui, que sans lui, j'aurais jamais pu faire ça. Et c'est là où on a vraiment cette dualité qui est super importante. Clairement, sans lui, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Parce qu'il était d'un soutien indéfectible, il avait vraiment les mots qu'il fallait au bon moment. Et en fait, quand je dis broyer les mains, c'est qu'en fait, à chaque contraction, j'avais ce besoin de serrer quelque chose. En fait, je crispais le haut pour relâcher le bas. C'est un peu particulier, mais c'était ma manière à moi, en fait, de gérer. Je savais qu'il fallait que je relâche au niveau du périnée, que vraiment... Parce que c'est vrai qu'on parle des contractions, on parle de la phase de poussée, mais finalement, c'est plus une poussée réflexe. Et les contractions, en fait, on démoule, en fait, notre bébé. Donc, le but est vraiment de relâcher en bas. Et donc, moi, je crispais tout en haut. Et donc, c'est lui qui se prenait toute cette crispation et qui encaissait toute cette crispation pour que je puisse relâcher en bas. Et toujours, oui, les mots qu'il fallait au bon moment, c'était surtout ça, je pense. Comme si aussi il avait cette sensation de timing. Il sentait quand j'avais besoin de bouger, donc il était là pour m'aider toujours, pour éviter que je me casse la figure aussi d'ailleurs, surtout dans la baignoire. Donc c'est vraiment ce rôle de soutien énorme. Parce que finalement, quand on y repense, alors nos sages-femmes ont été incroyables, mais finalement, elles ont fait très peu d'actes en fait. C'est lui qui était là tout du long, qui m'apportait mes jus de fruits quand je demandais parce qu'il me fallait un petit coup de boost. Bon, en plus, il avait amené tout ce qu'il fallait. Il avait emmené les petites guirlandes pour avoir une bonne ambiance, les bougies. Je l'ai envoyé balader comme pas permis. Et lui, il encaissait. Avec le sourire en plus. Quand je lui ai dit que donc j'ai fait une petite phase de désespérance quand même. Quand je lui ai dit que pour le deuxième, on ferait appel à une mère porteuse, il a rigolé comme pas permis. Donc voilà, toujours les bonnes réactions au bon moment et donc ce soutien qui en fait, pour moi, était très important. Oui, j'imagine. C'est vraiment une chance, on le répète souvent, mais c'est une chance que nous propose la maison de naissance de manière générale, même si je pense que c'est quand même une thématique d'actualité de manière générale dans les naissances. On demande de plus en plus, puisqu'on est une génération où le coparent a de plus en plus de place, comparé à une époque. Mais c'est vrai que oui, la maison de naissance, elle prend soin de ça, quoi. Et du coup, tu parlais de tes sages-femmes et le fait que c'était pas plus mal qu'elles soient deux. Oui. Et en même temps, tu parlais de leur discrétion. Oui. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus, pour le coup, de leur présence, ou de leur non-présence à tes côtés? Oui, c'est une présence, mais qui n'est pas invasive. C'est-à-dire que c'est une présence où elles sont là quand il y en a besoin. À nouveau, pareil, elles sentent vraiment quand il y a peut-être un moment où, justement, où mon homme, il avait besoin peut-être d'une pause, juste de sortir un peu, elle venait toujours, mais vraiment, moi, je les voyais même pas. C'est lui qui me l'a raconté, hein. Moi, je me suis même pas rendu compte. De temps en temps, elle faisait une petite apparition dans l'entrebâillement de la porte. Ça va? Il y a besoin d'aide?
Et lui, soit quand il avait besoin d'un moment de relais, il disait oui, oui. Et puis il s'éclipsait, soit pour aller, je sais pas, aux toilettes ou relâcher un peu la pression. Ça durait jamais longtemps. Je pense qu'il est peut-être sorti 3 fois sur la phase où on était à la maison de naissance, pas plus. Et donc, comme dit, le fait qu'elles soient à 2, c'est surtout, peut-être pas pendant la phase de travail, un petit peu moins, mais plus pour la phase de poussée, où là, elles étaient plus présentes. Mais pareil, j'avais pas l'impression qu'elles étaient là, hein, mais elles étaient vraiment présentes, surtout pour m'aider à changer de position. Parce que forcément, même si j'étais pas complètement à terme, je me sentais quand même énormément obèse et puis on se déplace plus de la même manière quand même, et encore plus quand on est à dilatation complète, que notre bassin, du coup, on s'ouvre en grand en fait. Cette ouverture fait que on marche pas pareil, hein, on se déplace pas pareil. Et donc quand j'avais besoin d'être plutôt debout ou d'être plutôt accroupie ou sur le côté, ou moi j'ai beaucoup apprécié la position à 4 pattes ou à genoux redressés, mais quand je voulais changer de position, en fait seule j'en étais incapable, j'avais absolument pas la force. Et il faut s'imaginer que mon homme c'est un gringalet de 55 kilos, hein. Alors il a de la force, hein, mais quand même, moi en fin de grossesse du coup j'en faisais 20 de plus, j'en faisais 75, donc pour lui tout seul ça c'était pas possible. Et donc ouais, là les 2 sages-femmes n'étaient pas de trop, et même sur, alors ça c'est aussi quelque chose que ça mon homme n'aurait peut-être pas pu faire ou pas penser, qui moi m'a beaucoup soulagée. Lors de la phase vraiment de toute fin de poussée, ma sage-femme, elle a pris des compresses chaudes qu'elle a appliquées sur tout le périnée, qui ont permis encore de relâcher en plus les tissus. Et moi, il y avait vraiment une sensation de bien-être quand elle me faisait ça, qui était absolument géniale. C'était quelque chose qui n'était pas forcément demandé, qu'elle m'a proposé, et sur l'instant, c'était juste magique. Donc ouais, toutes ces petites choses-là, toujours comme dit, en restant en retrait, sans être invasif et en respectant notre intimité tout simplement. Et tu disais oui aussi tout à l'heure que vous avez eu 2 heures notamment en intimité, et je me demandais à quel moment les soins du bébé avaient été faits du coup. Donc après les 2 heures. Donc là, mon homme a coupé le cordon, et c'est là donc où ont été faits les premiers soins de Soline, où on l'a habillée, où on l'a pesée, mesurée, fait les tests nécessaires. Et pendant toute cette phase-là, on était tous ensemble avec la sage-femme, donc on était tous les 4. Donc ça, c'était super agréable de pouvoir être présent de A à Z. Le seul moment où j'ai pas eu ma fille sous les yeux pendant que j'étais à la maison de naissance, c'est quand je suis allée sous la douche. Sinon, je l'ai eu soit contre moi ou toujours à côté de moi. Parce que le moment où j'ai mangé, je l'avais pas contre moi quand même. Là, je l'ai posé juste à côté. J'avais vraiment trop faim. mais sinon, j'avais tout le temps ma fille sous les yeux. Je l'avais tout le temps avec moi. Et ça, c'est vrai que c'était absolument génial. Oui, c'est clair. Du coup, elle n'a pas expérimenté des petits poids sur la tête, c'est ça? Elle était à côté. Non. Je me demandais en quoi tu pourrais dire que l'accompagnement en maison de naissance vous a permis de traverser cet accouchement seul avec ton mari d'une certaine manière? La connaissance. C'est ça vraiment, je dirais, le centre névralgique au niveau d'un accouchement physiologique, c'est reprendre le pouvoir sur son corps. En fait, une femme est faite pour accoucher, on est faite pour ça, on sait faire, il n'y a aucun souci. C'est juste reprendre les connaissances qu'on ne nous donne pas forcément et qui sont primordiales. Donc déjà, tout ce qui est connaissance hormonale, par exemple, comprendre le fonctionnement de la phase de travail, de la phase d'accouchement, comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour connaître et surtout reconnaître les signaux qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire. On ressent en fait ce qu'on doit faire. On n'a pas besoin de compter sur quelqu'un qui nous dit par exemple pousser. On sent ce qu'on doit faire, le corps il sait faire. Et c'est vraiment ça dans le suivi Manala où ils mettent l'accent dessus, c'est la connaissance de la physiologie de l'accouchement, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour tout simplement se laisser aller en fait, se laisser aller à cette aventure magique, juste laisser faire la nature qui est très bien faite. En tout cas, ça donne envie d'accoucher à nouveau quand on entend des récits comme celui-là. Oui, justement, on est presque reparti puisque là, je suis enceinte, j'entame mon 2e trimestre. Ah oui, c'est super cool. Oui, donc ils auront 20 mois d'écart. Ah oui. Écoute, j'espère que tu pourras traverser une expérience similaire du coup pour ce 2e accouchement. Chaque accouchement est différent et je sais très bien que chaque grossesse est différente, chaque accouchement est différent, chaque enfant est différent. Donc forcément, ce ne sera pas du tout la même histoire. Peut-être que ce sera un accouchement un peu plus long ou un peu plus court, pas ressenti de la même... De toute façon, il ne sera pas ressenti de la
même manière, mais il sera toujours tout aussi bon puisqu'on crée la vie quand même. C'est cette voie de passage en fait où bébé il est encore à l'intérieur, il est bien au chaud et puis il arrive dans la vie. Donc quoi qu'il arrive, c'est un moment magnifique quoi qu'il se passe. Oui, ça c'est sûr. Et comme tu dis, ça reste un moment magique, quel que soit le déroulé. Maintenant que tu nous en as dit un petit peu plus sur tout le jour J, sur comment on vous avait accompagné, comment vous aviez traversé ça, et comment votre petit bébé vous était arrivé magiquement dans les bras, on va aborder un petit peu le postpartum. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps après la délivrance vous êtes rentré à la maison? Parce que du coup, tu nous as dit qu'il y avait eu les 2 heures en intimité, puis les soins, etc. Et aussi nous dire comment tu as vécu ce retour précoce. Alors au niveau de la norme, c'est minimum 4 heures après accouchement. Et nous, on est rentré 6 heures après accouchement. Donc j'ai accouché à 13 heures, on est rentré chez nous à 19 heures. Puisque pas de complications particulières, tout se passait très bien. Moi, c'était de toute façon un souhait. Moi, j'avoue, les hôpitaux, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Déjà, quand j'étais enfant, en fait, j'étais angoissée de devoir passer une nuit à l'hôpital. Et déjà, à cette époque-là, je me disais, mais mince, le jour où j'ai un enfant, comment je fais? Je ne veux pas dormir à l'hôpital. Donc là, c'était chose faite, je n'avais pas à dormir à l'hôpital, je pouvais rentrer chez moi avec un bébé, bien sûr, qui n'avait pas de lit, puisque nous sommes des parents indignes qui n'avons pas du tout encore commandé le lit de notre fille. Donc, nous avons dormi avec la petite en écharpe. J'étais assise avec la petite en écharpe contre moi. On s'est alterné avec mon homme pour cette nuit-là à faire donc des tétés. On a essayé de stimuler beaucoup puisqu'en fait la petite, elle s'est pas rendue compte en fait qu'elle est sortie de mon ventre. C'est un bébé qui n'a même pas crié à la naissance, qui n'a pas trop ouvert les yeux. Elle était encore complètement dans son monde, dans sa bulle, et donc elle tétait très peu. Donc on l'a un peu stimulée en fait à venir au sein, et puis elle dormait beaucoup. Bon là on l'a laissée dormir, de toute façon tant qu'elle dort c'est que tout va bien. Et donc cette première nuit, voilà, on s'est relayé avec mon homme et la petite pour récupérer. Alors avant la nuit, en rentrant chez moi, donc on a prévenu mes parents. J'avais envie d'avoir ma mère avec moi. Et en mère parfaite qu'elle est, elle m'a ramené un plateau de charcuterie et de fromage au lait cru dont je rêvais depuis environ 9 mois. Un peu moins de 9 mois du coup, mais voilà. Et mon père a pu voir sa petite fille avant de partir. Il partait en voyage d'affaires le lendemain, donc c'était vraiment coup de bol. Donc première nuit comme ça, pas d'appréhension particulière. On savait très bien que s'il y avait quoi que ce soit, on pouvait appeler les sages-femmes, tout simplement. Et le lendemain, premier rendez-vous de suivi, donc là, les sages-femmes, elles viennent les 3 premiers jours à domicile pour à chaque fois peser bébé, puisqu'au début, il y a toujours cette phase où bébé perd un petit peu de poids et puis après, il reprend sur sa courbe. Donc, elle est venue la peser, voir si tout se passait bien, tout simplement, si on avait des questions particulières. Aussi, la prise au sein, puisque j'avais donc ce désir d'allaiter, voir comment Soline prenait le sein, si au niveau de la bouche, elle se plaçait bien, si moi aussi, au niveau des positions, je me plaçais bien, recontrôler un peu ces petites choses-là. Sinon, rien de particulier. Ce qui était sympa, on a pu réguler les visites. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai limité à 2 à 3 visites par jour. Et d'abord, vraiment, la famille proche et les amis proches à des heures précises. Je voulais pas avoir tout le monde en même temps. Je voulais pas trop de stimulation, ni pour moi, ni pour Soline. Et le deal était tout simple, c'est-à-dire qu'on peut venir voir la petite, il n'y a pas de souci, mais par contre on fait quelque chose pour moi. Donc c'est-à-dire soit me ramener à manger, me faire mon ménage, me faire mon repassage, me faire mes courses, enfin quelque chose, puisque moi pendant 1 semaine minimum je ne fais rien. Et donc en fait ça c'était très agréable de pouvoir contrôler les visites, d'avoir aussi cette aide finalement, et personne n'a rechigné ou quoi que ce soit, loin de là. Et je pense que ça a contribué au fait où on s'est senti vraiment très à l'aise à la maison avec Soline. C'est un super retour à la maison. Tu as évoqué un petit peu le suivi qu'elles ont fait, les sages-femmes. Là, tu viens de nous dire du coup un peu plus ton deal, toi, personnel, avec ta famille et tes amis. Mais est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu plus comment ça s'est passé, le suivi postpartum? Combien de temps elles sont venues, à quelle fréquence, et un petit peu ce qu'elles ont fait pendant ces phases où elles étaient avec toi? Alors oui, donc juste après accouchement, donc elles sont venues les 3 premiers jours, 1 fois par jour. Surtout pour Soline, mais un peu pour moi. Moi, c'était plus des questions, savoir si ça allait, surtout au niveau des pertes de sang, s'il y avait rien de particulier, pas de perte de sang abondante, pas de douleur particulière non plus, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle les tranchées, donc les contractions de l'utérus qui reprend sa taille originelle. Ces contractions-là sont en plus majorées avec l'allaitement, puisque forcément, au niveau hormonal, c'est toujours
cette ocytocine, cette hormone du bien-être qui va provoquer ces contractions de l'utérus et donc ce rétrécissement d'utérus. Donc moi j'avais pas de douleur particulière et pas de perte particulière, donc rien à ce niveau-là. Et donc pour Soline c'était surtout le poids. Elle était, alors elle a pas perdu les 10%, elle a très vite repris sans aucun problème. Elle a eu une légère jaunisse, toute légère, donc on s'est mis au soleil et puis ça allait très bien. À J3, il y a une petite prise de sang à faire pour bébé. Et là, pareil, l'avantage d'être dans l'environnement, elle s'était calée au niveau de l'heure pour venir à 1 heure à peu près où on pense faire une tétée. Comme ça, j'avais la petite au sein, elle a pu lui faire la prise de sang sans qu'elle s'en rende compte. Et comme tout allait bien, donc après ces 3 jours, elle a laissé une petite pause, elle est revenue à J7, donc à 1 semaine, pour faire le premier bain avec Soline, pour nous montrer comment faire, qu'est-ce qu'il y a à préparer, quels sont les gestes à avoir, comment la tenir, les recommandations à ce niveau-là. Puisqu'au 8e jour, on avait le rendez-vous avec la médecin pour le premier rendez-vous pour Soline. Et ensuite, au niveau des sages-femmes, elles sont plus venues à domicile. On est venu en rendez-vous à 2 semaines. Après, c'était toutes les 2 semaines. 2 semaines, 1 mois et 6 semaines. Et après, il n'y a plus de rendez-vous particulier, en tout cas pas avec Soline, puisque ça allait très bien. En fait, après les 6 semaines, à partir des 2 mois après accouchement, j'ai commencé la rééducation périnéale. Donc là, j'avais mes rendez-vous hebdomadaires avec la sage-femme pour cette rééducation-là. Et après, elle, Soline, elle, c'était plus hebdomadaire, elle avait ses rendez-vous mensuels chez le médecin, toujours pour cette suivi de poids, de croissance, périmètre crânien, d'éveil, toutes ces choses-là. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces petites précisions. Ça reste du coup une belle histoire jusqu'au bout. Même avec le postpartum, en tout cas de ce que tu nous en as dit, ça fait plein de beaux souvenirs. C'est assez rigolo parce que les gens vont plus nous croire en fait à force. J'allais te poser la question, je vais te la poser, mais t'habites à 4 minutes de la maison de naissance, c'est encore plus près que toutes nos autres invités. Tu es voisine vraiment. La grande question, c'est que ça a eu l'air de t'importer d'accoucher physiologiquement, comme tu disais, c'était vraiment le cœur de ton souhait d'accouchement. Et on se demandait donc ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu une maison de naissance à côté de chez toi. Alors, s'il n'y avait pas eu de maison de naissance à côté de chez moi, je pense que j'aurais envisagé l'AAD, donc l'accouchement à domicile, avec une sage-femme. Alors, c'est un peu plus compliqué à mettre en place puisque les sages-femmes, pour ça, elles ont besoin d'une assurance qui est assez compliquée à avoir. Pendant longtemps, il y a même presque plus d'accouchement à domicile à cause de ça, puisque les assureurs ne voulaient plus assurer les sages-femmes pour ça. Mais s'il n'y avait pas eu de maison de naissance vraiment à proximité, je dirais à moins d'1 heure, j'aurais envisagé, je pense, l'accouchement à domicile. Il y avait une sage-femme à domicile près de chez toi? Alors oui, je crois qu'il y en a sur, alors si je ne me trompe pas, sur Colmar, puisque j'en ai déjà discuté à la maison de naissance, et je crois qu'il y en a sur Colmar, oui. D'accord. Et justement, en fait, j'en ai discuté avec une autre maman, Manala. Elle a accouché de ses 2 enfants à Manala et elle habite à 3/4 d'heure, 50 minutes de la maison de naissance. Donc il a fallu qu'elle anticipe un peu différemment au niveau des accouchements. Elle n'a pas attendu au dernier moment comme moi, puisque c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit lors de mon récit, mais en fait ma sage-femme me l'a dit par la suite. En fait, quand je suis arrivée à la maison de naissance, j'étais dilatée à 7-8 déjà. J'étais déjà en bonne phase de travail. Oui, c'est sûr qu'on ne prend pas les mêmes dispositions quand on habite à 1 heure de la maison de naissance. C'est ça. Surtout quand c'est un deuxième notamment, puisque tu dis qu'elle en a eu plusieurs. Parce qu'autant le premier, on ne sait pas. Oui, le deuxième, elle m'a dit c'était juste. Oui, c'est ça. Le deuxième, ça fait un peu plus peur en général. On se pose un peu la question de la possibilité que ça n'ait rien à voir avec le premier. Écoute, maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie, avec tout ce qu'elle t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Alors pour du coup une définition un peu plus, on va dire un peu plus personnelle, maintenant qu'on a bien compris en quoi consiste ce lieu-là, en fait c'est surtout pour moi un lieu de partage déjà, c'est un lieu où on va partager justement des récits comme celui que j'ai donné aujourd'hui, on se les partageait déjà avec beaucoup de parents à Manala. Et donc on va créer des liens, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu où on se sent soutenu en fait dans ses choix, donc comme dit on se sent écouté, on se sent respecté aussi à la maison de naissance et je trouve que c'est surtout une chance. Les maisons de naissance, en fait, c'est une chance pour pouvoir reprendre le pouvoir sur son accouchement, son pouvoir de corps de femme, en fait, c'est juste énorme. En fait, la maison de naissance permet pour moi tout ça, surtout ça, reprendre ce pouvoir-là.
Merci pour cette définition et aussi pour toutes ces émotions. On espère que nos auditeurs et nos auditrices comprendront davantage ce qu'est une maison de naissance avec tout ce que tu as pu partager. Et peut-être que ça donnera envie. Enfin, moi, personnellement, si je connaissais pas, ça me donnerait envie. On espère aussi que celles et ceux qui sont en train de se préparer à ce projet et à cette naissance trouveront les réponses qu'il leur faut. Et on aimerait, avant que tu nous quittes, te poser une dernière petite question. Est-ce que tu aurais une astuce, un petit tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement? Le petit tip, ce serait pour moi de trouver sa manière de gérer les contractions. Pour trouver sa manière, c'est trouver déjà dans la vie de tous les jours à quoi on peut être sensible. Il y a des personnes qui vont être sensibles plutôt, par exemple, à la lumière, donc ils vont pas supporter une lumière vive, donc elle sera plutôt une lumière tamisée. Il y en a qui vont avoir besoin de transférer la douleur, donc on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la technique du peigne, par exemple, donc avoir un peigne en main où on va concentrer notre douleur dans la main et pas au niveau des contractions. Si on est plutôt sensible au toucher, pourquoi pas envisager un massage lors de l'accouchement. C'est vraiment apprendre à se connaître soi-même et pour trouver en fait cette manière de gérer les contractions et de gérer ce travail. Ouais. Très bon tips. Merci encore pour ce doux moment, pour la confiance que tu nous as accordée en venant témoigner à notre micro. On te souhaite une belle rencontre avec ton deuxième bébé. Et puis n'hésite pas à nous recontacter pour nous tenir au courant. Et pourquoi pas nous raconter ta deuxième épopée. Qui sait? Ce serait avec plaisir. Merci, à bientôt Garance. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, Garance. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.